Tu veux ou tu veux pas? Salut les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube 9493, vidéo consacrée aujourd'hui au MHSC, dont le thème sera « Faut-il prolonger notre coach ?» Michel Derzakarian. Bon, on est très heureux de la victoire et très heureux de se retrouver en haut du classement. Tout d'abord, on va commencer cette vidéo, qui sera une vidéo en 3 parties, par la première partie qui consiste en la présentation de Michel Derzakarian. Alors, qui est Michel Derzakarian? Donc, Michel Derzakarian, c'est un ancien joueur de foot professionnel qui a fait sa carrière, la plupart de sa carrière, on va dire de la première partie de sa carrière à Nantes, et ensuite qui a fini sa carrière à Montpellier. Il arrive l'année où Montpellier gagne la Coupe de France. Il ne sera pas d'ailleurs tout le temps titulaire, puisque même en fin de saison, c'est Laurent Blanc en redescendant d'un cran qui lui prendra sa place. Mais dès l'année d'après, il deviendra titulaire. Il fera partie de l'épopée en Coupe d'Europe qui verra la défaite contre Manchester United. On d'ailleurs, anecdote à ce moment-là, donc bien sûr, Michel Derzakarian se fait les croisés sur le terrain, il se fait bander les genoux, il finit le match avec les croisés quand même. Donc ça donne un petit peu une idée du tempérament du bonhomme. C'est un dur au mal, c'est un guerrier, c'est un mec qui a tout donné sur le terrain. Pendant 10 ans à Montpellier quand même, qui portera le brassard d'ailleurs, dès le départ de Laurent Blanc à Naples, qui finira sa carrière et qui ensuite restera pendant 8 ans au club. Donc une reconversion qui se fera sous la forme de entraînement d'équipe réserve, que ça soit la 3e équipe, il y avait 3 équipes à l'époque au club, la CFA. Il fera même une petite pige en adjoint de Michel Mézy en première division. Et ensuite, il partira donc faire ses premières armes d'entraîneur en chef en 2e division. Donc avant d'arriver à Montpellier, il va donc faire ses armes pour la plupart du temps en 2e division. Il entraînera Nantes, Clermont et Reims. Nantes qu'il entraînera donc 2 fois. Nantes qu'il fera monter 2 fois. Il y aura notamment aussi une très bonne saison en première division où il va maintenir Nantes plutôt dans la première moitié du classement malgré une interdiction de recruter. D'ailleurs, il a gardé une très bonne cote de popularité auprès des supporters jaunes et verts. À Clermont, il fera aussi du beau jeu. Donc, il faut savoir qu'il sera élu meilleur entraîneur de Ligue 2 une fois à Clermont, une fois à Nantes. Et juste avant de venir chez nous, donc il fera une année à Reims où ça se passera plutôt bien au début, un petit peu moins bien sur la fin. Mais c'est fort de cette quand même grosse expérience de bosseur, donc avec des clubs qu'il a fait ou monter ou alors qui ont occupé le haut du classement ou qui ont joué la montée. Et bien sûr, ces saisons en Ligue 1 avec le FC Nantes, qu'il arrive à Montpellier. Un personnage qui est dans le football français depuis des années, Derzakarian, mais qu'on connaît peu, parce qu'il est assez discret, il parle pas beaucoup. Donc, 2e partie donc, de cette vidéo. Maintenant, on va parler de Montpellier, Derzakarian entraîneur. Alors, il arrive dans une équipe de Montpellier où c'est pas le top. Il faut quand même se le dire. Il arrive, on vient de finir la saison 15e, après une opération maintien menée par Jean-Louis Gasset. Il y a une certaine instabilité au poste d'entraîneur, puisqu'en 2 ans, Roland Courbis a vu Pascal Baïs et Martini lui succéder, qui ont très peu duré de temps. D'ailleurs, en qualité, c'était pas terrible. Frédéric Hans les a remplacés. Et là, Frédéric Hans, donc, se fait remplacer à la mi-saison par Jean-Louis Gasset, qui mène une opération sauvetage et qui donc arrive à accrocher cette 15e place. On est vraiment dans le Montpellier d'après-titre. Un Montpellier qui paye un petit peu, on va dire, qui redescend sur terre, en fait. Donc, les joueurs sont partis, les joueurs du titre, la plupart sont tous partis. Il doit rester Hilton, Jourdain, il en reste vraiment Souleymane Camara. On a Jamel Saï qui est encore là, mais qui est très souvent blessé. Et du coup, à ce moment-là, le choix de Derzakarian est un très bon choix. Et il faut quand même le dire, voilà, c'est un entraîneur qui a quand même réussi à stabiliser le club en haut du classement, ce qui n'était pas le cas depuis quelques années. Donc il arrive à l'été 2017, ça correspond aussi avec une politique de recrutement
assez ambitieuse, puisque débarquent en même temps que lui des Lecomte, Mendes, Aguilar, Iconé, même s'il n'aura pas une grande réussite, ou alors des joueurs comme Junior Sambia, qu'on verra arriver comme un petit jeune, et qui maintenant a fini quand même par s'imposer dans l'équipe. Donc voilà, il faut quand même garder ça en mémoire, hein. Il arrive avec des très bonnes recrues. Dans l'équipe, on a déjà des Nordi Mukiele, Jérôme Roussillon, bien sûr il y a encore Vito Hilton, mais voilà, ces joueurs que j'ai cités, notamment pour Lecomte, qui sera vraiment un joueur déterminant dans la saison, dans la première saison de Michel Derzakarian, vont aussi lui permettre de performer. Donc, il enchaîne donc contrat de 2 ans pour Michel Derzakarian, 2 premières saisons qui sont vraiment une réussite. Il finit à la 10e place lors de sa première saison, avec une des meilleures défenses de l'Hexagone, avec encore une fois, comme j'ai dit juste avant, un Lecomte vraiment très très bon. Défense bien sûr qui est renforcée par le fait qu'on joue en 5-3-2. Formation qui va nous sortir après un début de saison très compliqué, puisque Montpellier sur le premier match officiel va gagner contre Caen, mais ensuite va enchaîner les défaites. Victoire contre 3, mais qui reste quand même une équipe de Ligue 2. D'ailleurs, ils seront relégués en fin de saison. Et là, Paris vient jouer à la Mosson. Et c'est à ce moment-là que Michel Derzakarian sort un 5-3-2, qui est un très très bon choix, parce que en analysant bien l'effectif de Montpellier, on se rend compte qu'offensivement, on est très pauvre, mais que défensivement, c'est là où sont les talents. On a Roussillon à gauche, Mukiele à droite, et dans l'axe, nos 3 défenseurs centraux, Congri, Hilton, Mendes, qui ont bien sûr joué depuis je ne sais pas combien de matchs ensemble. Benjamin Lecomte en gardien, c'est très fort. Elias Kiri en 6 pour les protéger. Donc là, on a une 6 défensive très très costaud. Donc, c'est à ce moment-là qu'arrive le 5-3-2. On fait 0-0 contre Paris. Et donc, du coup, la saison sera, entre guillemets, lancée à ce moment-là. Et c'est ça qui fait qu'on finit 10e. Avec une gestion d'effectifs parfaite. Offensivement, c'est pas terrible. Mais bon, en même temps, offensivement, qui c'est qu'on a? On a Sio, Berigo, et après Menza, voire Iconé. Très bonne analyse de la situation, que ce soit de la cellule de recrutement, bien sûr, forcément Michel Derzakarian y est pour quelque chose. On demande du renfort offensif. À l'été donc arrive Florent Mollet, Andy Delors, Gaëtan Laborde. Bon, autant vous dire tout de suite que là, forcément offensivement l'équipe elle explose. Et deuxième saison de Michel Derzakarian, l'équipe finit 6e, vraiment à un chouïa d'une qualification européenne. En fait, on se fait juste enculer parce que Paris n'est pas foutu de gagner une des 2 coupes nationales et du coup forcément la 6e place n'est pas qualificative pour l'Europa League. Donc là déjà c'est pas de chance. Michel Derzakarian est donc fort justement prolongé après une très très belle saison pour 2 saisons. Là encore, politique de recrutement hyper ambitieuse, recrutement TJ Savanier, Jordan Ferry. Oh. Là, ça commence à faire une équipe, autant le dire tout de suite, ça rigole pas du tout. Bien sûr, il y a des interrogations à certains postes, comme les latéraux, mais bon, on vient de perdre Aguilar, et du coup, on se retrouve avec Souquet. Bon, voilà. Ça reste, encore une fois, pour montrer qu'il y a, même si Montpellier reste en moyenne dans les 11-13e budget de Ligue 1, il y a vraiment beaucoup de bon travail qui est fait, et je trouve qu'on recrute mieux que les autres. Alors, par notre particularité régionale, puisque bon, des Savanier, des Delors, ils sont là, pourquoi? Parce qu'ils sont de Montpellier, hein, il faut pas, Andy, il est de 7, mais c'est pareil, et TJ, s'il est pas né à la cité Gély, jamais joué à Montpellier, je vous le dis tout de suite, hein. Donc, voilà. On arrive à attirer les joueurs comme ça, parce qu'aussi, il y a une politique ambitieuse de la part du président, puisque, effectivement, l'arrivée de Michel Derzakarian a coïncidé avec le décès de Loulou, et donc, la prise de pouvoir de Laurent Nicolin, qui modernise le club vraiment à tous les niveaux. On le sent, et notamment vraiment dans l'ambition du recrutement avec d'énormes moyens. Enfin, c'est pas d'énormes moyens, mais c'est quand même des beaux moyens quand même. Je veux dire, moi je trouve qu'on a vraiment un effectif qui est bien au-dessus de la valeur de notre budget parce que ça travaille très très bien chez nous. Bref, on arrive donc cette 3e saison de Michel Derzakarian, et alors c'est la saison dernière, bien sûr, saison amputée par le Covid, et là ça commence un peu à se gâter, moi je trouve. On finit 8e, alors on va dire c'est pas si mal au final, hein, de finir 8e pour Montpellier quand on est en moyenne 12-13e budget de Ligue 1. Mais l'équipe a vraiment 2 visages. Une équipe très très forte à domicile et pitoyable à l'extérieur. On fait une victoire de la saison à Amiens, qui je vous le rappelle sera relégué en fin de saison. Un nombre de purges, mais alors c'était une horreur à avoir joué avec grosso modo 5 défenseurs 2-6, et puis ça balance des ballons sur Mollet, sur Delors,
les mecs qui savent pas trop comment jouer. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des blessés. Ferry s'est blessé en début de saison, TJ s'est blessé pendant le milieu de saison. Mais bon voilà, et on se régale à domicile et à l'extérieur c'est des purges. Alors vous allez me dire, oui effectivement on est supporter, on va au stade, on est content. Moi c'est vrai que je suis content d'aller au stade et de voir des victoires. Bon, mais bordel, putain, on avait juste 2 points à prendre, une victoire au lieu d'un match nul. Et on était européen, on finissait 5e du championnat quand même, avec juste 2 points de plus, alors qu'on doit faire quoi, 5-6 points 5 points peut-être sur tous les matchs à l'extérieur. Donc quelque part, moi je trouve que c'est mérité qu'on finisse à cette 8e place, parce que une équipe comme Reims a été beaucoup plus régulière, même Nice a été un peu plus régulier que nous, et voilà, on n'a pas à se plaindre, parce que souvent on dit, si le championnat avait continué, machin et tout, bref. Mais au final, moi je trouve que c'est mérité parce que franchement, je trouve qu'on est quand même passé un peu à côté de notre saison, encore une fois, avec un effectif qui est chaque année est de plus en plus qualitatif. Et du coup, voilà, déception. Mais comme il y a le Covid, comme machin et tout, on va pas non plus faire la finouche. Donc là, du coup, on attaque donc la 4e saison de Michel Zakarian. Et c'est pour ça d'ailleurs, 4e, il est en fin de contrat dans quelques mois. Et c'est pour ça qu'on se pose la question. Je vous rappelle que lui, bien sûr, a déjà mis une paire de fois le sujet sur la table. Laurent Nicolin a pour l'instant botté en touche. Déjà, premièrement, parce qu'on connaît tous les difficultés économiques dont peuvent être victimes Montpellier, mais pas seulement, tous les clubs de Ligue 1, que ça soit par les histoires de médias pro ou par les histoires du fait qu'il n'y ait pas de spectateurs dans les stades. Du coup, forcément, je vais pas dire, mais Laurent Nicolin, il a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la prolongation de son entraîneur pour l'instant. Et il a raison d'ailleurs. Et donc là, cet été, encore une fois, recrutement intéressant. Jonas Omlin qu'on va chercher pour remplacer Geronimo Rulli. Là aussi, c'est pareil. On essaye, on fait pas. On aurait pu très bien aller chercher un Baptiste René à Toulouse. C'était facile. Il descendait de Ligue 2, il voulait venir, machin et tout. Mais non. Là, on essaie d'être ambitieux. On va chercher un mec au FC Bâle, un gardien qui est potentiellement international suisse. Donc, ça travaille bien. On se dit, il nous faut un attaquant parce qu'on a l'impression que l'année dernière, les deux, ils pouvaient pas jouer tout le temps. On va chercher Mavididi qui va nous permettre de mettre de la rotation, voire même d'envisager un nouveau schéma et de jouer à 3 attaquants. Ça tape bien. Pré-saison, bon, Covid et tout ça, compliqué. La saison reprend. Et là, je trouve qu'on se retrouve face aux limites de Michel Darzacarian. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais bon bref, au moment où je parle, effectivement Montpellier est calé dans le milieu de tableau. Après des choses on n'a pas compris en fait. Très bon départ à domicile, puis plus rien, puis très bon à l'extérieur, puis d'un coup plus rien. Enfin voilà, pas de régularité vraiment dans les performances de l'équipe, sauf des petites séries 3-4 matchs comme ça par-ci par-là, mais qui vont retomber de suite après ça. Et du coup, là, effectivement, on est peut-être dans un moment un petit peu de déception. Donc, je vais essayer de faire abstraction de ça pour présenter cette 3e partie, qui est donc un petit peu le pour et le contre garder Michel Darzacarian. Et donc, on va essayer de faire ça d'une façon des plus objectives. Donc, tout simplement, déjà, on va parler des pour. Alors, moi, encore, je vais donner mon jugement personnel. Je suis pas non plus, un spécialiste de fou, mais j'ai quand même une bonne culture footballistique, j'estime. Et je vois suffisamment de matchs, notamment tous ceux de Montpellier depuis des années, pour pouvoir donner un avis sur ce que je pense de Michel Darzacarian. Ce qui ne remet rien en cause le travail de cette personne ou ses qualités. C'est un professionnel qui a passé des diplômes. On l'a vu d'ailleurs dans cette vidéo. C'est quelqu'un qui est un très gros bosseur. C'est quelqu'un qui a su remettre Montpellier vraiment sur le devant de la scène, alors qu'on on était un peu dans le marasme après le titre. Lui, il est revenu, il a stabilisé l'équipe vraiment entre 8 et 10, ce qui fait que pour un président, ça n'a pas de prix, parce que voilà, c'est important d'être sûr de terminer dans les 10, que ce soit pour les droits télé, pour les sponsors, pour toutes ces choses-là. On a une politique ambitieuse de recrutement de joueurs, donc du coup, derrière, il faut avoir effectivement les moyens de mener cette politique. Donc c'est un entraîneur qui t'a amené de la stabilité. C'est un entraîneur qui ne te coûte pas si cher que ça. Il touche 60 000 euros par mois, ce qui est vraiment le salaire à peu près moyen pour les entraîneurs de Ligue 1. Alors oui, c'est sûr, effectivement, Pochettino, il touche beaucoup plus, mais je suis pas certain qu'Arpino à Nîmes, il touche 60 000 euros. Même j'en suis certain qu'il en touche beaucoup moins. Enfin bref. Donc on est vraiment dans du salaire moyen, donc ça devrait pas être un frein à une éventuelle prolongation.
même en ces temps un peu difficiles, même si effectivement possible qu'on négocie une petite baisse de salaire, étant donné qu'effectivement Michel Derzakarian est chaud pour signer, bon, et vu la conjoncture, ce serait normal que le président glisse un petit moins 10 000 euros, quoi. Voilà. Bon, bref, c'est business, quoi. Donc voilà, un entraîneur qui t'amène de la stabilité, qui est bosseur. Alors la stabilité, on y revient parce qu'effectivement, en ce moment, il y a un sujet transversal qui est le stade. Le stade, je vous rappelle, qui a été annoncé à Aude-à-la-Mer il y a quelques temps. Stade qui devrait être livré en 2024. On est en 2021 et c'est vrai qu'à ce moment précis, tu te dis mais merde, un mec qui t'amène de la stabilité, c'est important parce que ce stade, ça serait un cataclysme si on n'était pas en Ligue 1 au moment où on va l'inaugurer. Donc c'est vrai que là, tu as un entraîneur qui tous les ans t'assure d'être dans les 8-10 et qui va te permettre a priori de rentrer dans ton stade tranquillou, jusque-là, sans trop d'embûches. Donc effectivement, il y a cette tentation de la part du président de se dire bon, on va pas non plus... Alors, c'est pas le principe de renier ce qu'a fait Michel Derzakarian. Son bilan, encore une fois, il est très bon. Mais maintenant, on va un peu attaquer les contres sa prolongation. À un moment donné, moi, je pense que le cycle, il est fini. Il a fait 4 ans à Montpellier, 2 très bonnes années à vraiment tout remettre en ordre dans l'effectif professionnel. Et ça fait 2 ans que je trouve qu'on arrive un peu aux limites du coach, limite parce que déjà je trouve qu'il a un manque d'ambition au niveau de son coaching, quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'est quelqu'un qui, pour lui, voilà, l'adage on ne change pas une équipe qui gagne, ça lui va parfaitement. C'est-à-dire que dès qu'il commence une série avec une équipe, avec une formation, puisque maintenant cette saison on a 2 formations, donc du coup on l'a vu, on est repassé en 4-3-3. Il alterne le 5-3-2, le 4-3-3, mais en fait, il n'y a pas vraiment, on a l'impression de choix tactique, en fait. C'est presque parce qu'il est dos au mur. Il a commencé la saison en 5-3-2 parce que Stéphane Mavididi était blessé. Donc, du coup, c'était naturel de commencer comme ça. Mollet même était blessé, donc Savanier jouait en 10, ça se passait très bien. Et il est passé en 4-3-3, mais après la branlée contre Reims, la défaite, le non-match contre Nîmes, où là tu commençais à te dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Stéphane Mavididi était dans le groupe, Mollet aussi. Il a juste après aligné les meilleurs joueurs de son équipe sur le terrain et du coup ça coïncidait avec le 4-3-3. Avec aussi les latéraux, donc Sambia, Ristic, qui sont à ce moment-là donc devenus performants, ce qui est quand même très intéressant parce qu'on avait quand même Oyongo Souké, on sait qu'il faisait pas vraiment l'affaire, mais c'est un peu contraint et forcé qu'il est passé à ce 4-3-3 et on l'a vu l'abandonner récemment. Un peu, c'est pareil, contré et forcé parce qu'on avait l'impression que ça marchait plus. Parce que là où son analyse a été très bonne à l'époque de jouer en 5-3-2 parce que nos meilleurs joueurs étaient les défenseurs, j'ai envie de te dire que maintenant, même un 5-3-2, on n'a pas suffisamment de bons défenseurs pour avoir une garantie de solidité. Donc presque, autant jouer en 4-3-3, on l'a vu dans des matchs contre Lens, ou contre Strasbourg, où ça partait dans tous les sens, mais excusez-moi, offensivement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui nous arrivent à la cheville. Quand tu joues en 4-3-3 avec Mavididi à gauche, Laborde à droite, Delors devant, Mollet en 10, Savanier en 8, moi je suis désolé, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui nous arrivent à la cheville. Genre, même Marseille, c'est moins bon que nous. T'as Lille, et t'as Paris, et t'as Lyon. Voilà, c'est les 3 clubs qui sont vraiment au-dessus. Moi, offensivement, il n'y a pas une autre équipe en France qui a la force de frappe que nous. Donc, ouais, accepte le déséquilibre, comme tu as su l'accepter contre Strasbourg, contre Lens. Mais après, le souci, c'est qu'après, derrière, il n'y a pas de turnover, parce que c'est pas un effectif qui est facile à gérer, on l'a vu. Michel Derzakarian, c'est là où il se perd souvent, c'est quand il a tous ses joueurs à disposition. Voilà, c'est quand tu te retrouves avec Mollet ou Savanier qu'il faut choisir, voilà, tu vois, c'était compliqué. Là, il a mis Savanier en 8, Mollet en 10, c'est pas mal. Mais du coup, là, Mavididi était blessé, donc il fait rentrer Youn. Il nous a quand même sorti un 4-2-2-2. Plusieurs fois, 2 matchs d'affilée pratiquement. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Le pauvre Youn, il était perdu. Même Mollet, il disait qu'il savait pas trop où il jouait. L'année dernière, vous avez fait un 5-2-3. Donc 5 défenseurs, 2 milieux et Younago d'un côté et Laborde de l'autre en 10 en pointe. Donc c'est pareil, ça n'avait pas vraiment de sens. Et ça, c'est parce qu'il a trop de joueurs à disposition, entre guillemets. Du coup, il a du mal à gérer un peu. Voilà, le pilote, pour moi, n'est pas adapté à la puissance de la voiture. C'est un entraîneur qui, pour moi, est plus dans la réaction que dans l'action. Et ça, malheureusement, c'est un peu rédhibitoire si tu veux occuper vraiment les 6 premières places du classement ou aller disputer la 5 et 6e place.
Et on le voit d'ailleurs, il y a une espèce de petit plafond de verre. Il a réussi à faire 6e sur sa 2e saison. Mais et l'équipe était moins bonne, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais là maintenant, on devrait pas. Putain, on a Savani, on a Ferry, on a vraiment une équipe. On devrait même pas se poser la question. On devrait tout le temps être dans les 5-6e et pas avoir pas dévisser de cette façon comme on l'a fait récemment. Donc moi je trouve que voilà, le cycle est arrivé à sa fin. C'était vraiment une belle période. C'est quelqu'un, je trouve, qui aura compté dans l'histoire du Montpellier Hérault. Il a beaucoup apporté en structurant cet effectif, mais maintenant il va falloir passer à je pense, autre chose. Alors c'est pas facile d'envisager quelque chose. On entend beaucoup de gens qui parlent par exemple de Garni, qui a fait des très bonnes choses avec les moins de 19. Je pense que pour moi c'est trop tôt pour lui aussi, parce que écoutez, tout simplement, il a jamais entraîné d'adulte encore. Et là, on se retrouve face à un effectif très, très expérimenté, avec des professionnels, on va dire des stars entre guillemets. Donc, je suis pas certain que son message serait reçu. Il va faire attention. Est-ce qu'on va prendre quelqu'un de l'étranger? On voit que certains clubs se sont un peu brûlés les ailes avec des mecs comme Oscar Garcia, avec des entraîneurs un petit peu comme ça, qui paraissaient sexy sur le papier, mais qui derrière ont eu du mal à faire passer leur message. C'est vraiment un challenge intéressant d'essayer de trouver quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, on peut toujours aller se dire des Jean-Marc Furlan, des Dallaglio, c'est des entraîneurs intéressants, mais il va falloir, je pense, aller chercher un entraîneur hybride entre les deux, qui va non seulement pouvoir faire jouer l'équipe, mais aussi garantir une certaine stabilité, une certaine sécurité à une équipe qui ne peut pas se permettre de descendre en Ligue 2. Donc voilà, pour moi, il est normal que l'histoire se termine et qu'on passe à autre chose, que Michel Azakarian se trouve un nouveau challenge. Il en trouvera, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un de qualité. Et il y a plein de clubs qui ont besoin d'avoir un technicien comme lui à leur tête. Mais nous, il va falloir être ambitieux comme on a su le faire ces dernières années dans le recrutement. Encore une fois, on parlait des gardiens. Quand tu vas chercher un Lecomte, que derrière tu enchaînes sur un Rouli ou sur un Omlin, ça veut dire que quelque part, tu as essayé de faire quelque chose. Tu t'es pas contenté de prendre un mec lambda de Ligue 1 comme tout le monde prend, là, les mecs, les Rennais, les trucs, le Gomis à Dijon comme à Rennes et qui s'en mordent le doigt maintenant. Et du coup, vous l'aurez compris, donc ma conclusion, c'est que non, il ne faut pas prolonger Michel Zakarian. Alors, ce sera pas la mort si c'est fait, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais je pense que pour viser quelque chose de plus ambitieux, pour viser vraiment une qualification européenne l'année prochaine et même les années d'après, il va falloir passer à un entraîneur un poil plus ambitieux. Voilà. Bon les petits loups, je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo sera consacrée bien sûr au Real Madrid. On parlera de notre future recrue offensive qui sera peut-être Kylian Mbappé, Erling Haaland ou qui sait, peut-être un troisième homme. Moi en tout cas, je serais pas contre un troisième homme en tout cas. Allez, ciao les petits loups.